Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Vice Versa, votre émission de débat et d'échange d'idées. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant, très important, mais pas très populaire. Il s'agit du changement climatique. On en parle, vous en avez certainement entendu parler à la radio, lu quelques articles dans les journaux, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit et quelles sont les conséquences et ce que représente l'enjeu du changement climatique pour les pays africains, notamment dans la problématique du développement? C'est le thème de Vice Versa ce soir. Nous en parlons avec nos invités ici sur le plateau et nous sommes bien sûr à Bruxelles, dans le studio de la Commission européenne, que nous remercions bien sûr de nous avoir invités. Alors, à ma droite, Thierry Moussiété, vous êtes administrateur de Novacel et vous êtes un promoteur d'un puits de carbone en République démocratique du Congo, en Afrique. Vous nous expliquerez dans quelques instants de quoi s'agit-il. En tout cas, merci d'être là. Alors aussi avec nous sur ce plateau, monsieur Michel Takam. Alors vous êtes secrétaire exécutif d'une ONG installée au Cameroun, c'est également en Afrique centrale. Alors elle s'appelle ADID pour Action pour un développement équitable, intégré et durable. Tout un programme, on verra pourquoi dans quelques instants. Merci. Et enfin, à vos côtés, il y a bien sûr Philippe Mikos, qui est en quelque sorte notre hôte, puisque vous êtes un membre de la maison. Vous êtes donc à la direction générale de la coopération au développement, où vous êtes chef d'unité pour l'environnement et la sécurité alimentaire. Alors je commencerai par vous, monsieur Mikos. Dites-nous d'abord la première question, et je voudrais que nos téléspectateurs puissent le comprendre. On parle du changement climatique, mais est-ce qu'il y a consensus sur cette table et aussi dans le monde scientifique pour dire que le climat change et qu'il y a vraiment péril en la demeure? Bonjour tout d'abord, à vous et merci de l'invitation. Oui, il y a sur la question du changement climatique, je crois qu'il y a maintenant plus beaucoup de doutes qu'il est en train de se passer et que les conséquences risquent d'être graves, surtout pour les pays les plus vulnérables. Et l'Afrique est au premier rang de ce pays, Pourquoi? Parce qu'un climat qui change n'est pas seulement un climat qui devient plus variable, plus difficile à maîtriser, mais aussi un climat qui risque de réduire, par exemple, les zones de production agricole ou changer la façon dont la production agricole peut s'organiser. C'est un climat qui change, c'est un niveau des mers qui augmente, qui donc pose des risques importants sur les populations qui vivent le long de côtes. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que vous qui travaillez justement dans cette unité environnement et sécurité alimentaire à la DGDEV, vous avez dans votre équipe des scientifiques qui étudient les choses, il y avait un panel international qui a étudié la chose. Je pense qu'au monde, il n'y a plus que Claude Allègre, l'ex-ministre français de l'Éducation, pour ne pas croire à la hausse de la température, au changement climatique. Est-ce que c'est un consensus dans la communauté scientifique mondiale? Vous avez mentionné le panel sur le changement climatique. Effectivement, le travail qu'il a fait était très important parce qu'il a donné, je crois, des bases scientifiques évidentes. Maintenant, on peut diverger sur les différents scénarios de combien il va changer dans les 30 ou 50 années prochaines. Ça reste encore dans le domaine des hypothèses. Mais qu'il change, ça c'est certain. Pour vous, c'est une certitude? Une certitude. Alors Michel, pour vous, certitude ou toujours probabilité? Le changement climatique, c'est une réalité et c'est pas quelque chose l'épouvantail qu'on agite devant nous pour, je sais pas, pour des besoins marketing ou autres. Écoutez, merci déjà de m'avoir invité et d'avoir permis que je puisse m'exprimer sur ce sujet. Ce que je dois dire, c'est l'expérience du terrain. Nous avons au niveau de l'Afrique, notamment au niveau du Cameroun, beaucoup de variabilité en termes de climat. Et je pense qu'aujourd'hui, en voyant l'ampleur de tout ce qui se passe, on est en droit de conclure qu'il s'agit effectivement de changement climatique. Et je vais prendre juste quelques faits. Il y a 2 ans au Cameroun, au niveau de la province de l'extrême nord, on a eu tout un village à Kolofata qui a été détruit parce que l'ampleur des pluies a été de telle sorte que les habitations n'ont pas pu supporter parce que c'est une zone sahélienne où on n'est pas habitué à la pluie. Et du coup, vous voyez une pluie qui s'abat et c'est tout le village, toutes les maisons du village qui sont à terre. Donc sur place, il y a vraiment, je veux dire, des conséquences concrètes et pas simplement la hausse de la température ou la canicule comme on entend dans les journaux en Occident. Là, c'est des conséquences qui touchent les gens
les maisons s'écroulent, il y a de l'érosion et des conséquences sur l'espace vital des populations. Oui, mais mieux que ça, dans le golfe de Guinée, on a assisté toujours à la disparition des villages des pêcheurs. En une nuit, je pense qu'il y a eu 5 villages qui ont disparu comme ça, toujours avec l'effet des changements climatiques. Et nous savons ce qui se passe aujourd'hui dans la zone du lac Tchad, où des villages entiers sont obligés de partir. Et où ils vont? Ils émigrent vers d'autres endroits. Peut-être qu'ils viendront en Europe, mais pour le moment, ils partent de là pour venir dans les pays frontaliers. Et le Cameroun en paye les frais aujourd'hui, notamment avec l'insécurité sur le plan routier. Vous ne pouvez plus voyager tranquillement au Cameroun parce que ces gars, ils constituent des coupeurs de route, ils barrent la route, ils vous dépouillent totalement. Vous voyez à quoi on peut arriver avec les changements climatiques. On aboutit au coupeur de route. Voilà, et bien ça, il n'y avait rien de plus concret. Je me tourne vers vous, Thierry. Vous aussi, vous avez une conviction, c'est votre business, si je puis dire, le changement climatique. En tout cas, vous faites du business à partir de ce changement de l'environnement vital des êtres humains. Mais qu'est-ce qui fonde votre conviction sur ce changement climatique? En fait, il faut savoir que le Congo est un pays blessé aujourd'hui, puisqu'il est encore partagé par de nombreux phénomènes de guerre. Et donc, il était important d'analyser quels étaient le potentiel d'un pays comme le Congo, qui est un géant de nouveau blessé, pour lui permettre de passer de l'avant. Et aller de l'avant, en faisant un inventaire très sommaire, on voit que la force du pays, dans une logique environnementale, s'inscrit complètement. Donc il est vrai, quand on analyse les phénomènes actuels, que d'énormes réflexions sont faites sur ce sujet. Les avis sont contrastés, non pas sur le fait qu'il y a une augmentation de température en tant que telle, mais les raisons qui le poussent pour le faire. Donc, selon le panel international, c'est l'action humaine, notamment l'utilisation des énergies fossiles, le pétrole et autres, qui ont causé cette augmentation prodigieuse de la température, surtout dans la dernière décennie. Exactement. Donc, est-ce que vous, au Congo, vous avez constaté, je veux dire, dans votre environnement, là où vous mettez en place votre puits de carbone, excusez-moi, le lapsus, est-ce que vous avez constaté que l'environnement des personnes donc, qui vivent sur place a changé, s'est transformé dans les dernières années? Quand vous parlez avec les villageois, est-ce qu'ils vous disent il y a 10 ans c'était différent, maintenant on sent que ça devient plus désertique, il y a un déboisement? Alors on est dans une région un peu particulière puisque très faiblement exposée par des phénomènes climatiques immédiats. Il faut savoir qu'on a une altitude et dans une zone où on a des fréquences de saison qui sont très rigoureuses. Donc si on observe quelque chose, c'est effectivement ces variabilités de saison qui ont des impacts immédiats sur les productions agricoles. Donc nos parents étaient habitués à planter selon un certain rythme, une certaine cadence, et ces cadences ont tendance à évoluer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière, on observe qu'il y a un dérèglement dans la logique agriculture. Ben voilà, mais donc. Maintenant, il y a d'autres phénomènes, bien entendu, qui viennent compliquer le modèle, mais celui-là est certainement une réalité, oui. Voilà, c'était le but de ce premier tour de table, c'était avoir des idées claires, et pour que nos téléspectateurs aussi aient les idées claires là-dessus, que le changement climatique, c'est une réalité, c'est pas simplement, un phénomène qui est né dans la tête de certains politiciens ou environnementalistes un petit peu fous. Alors je reviens vers vous, Monsieur Mikos. Vous bossez donc à la DGDEV, donc on va parler de l'action de l'Europe dans le cadre de sa politique de développement envers le continent africain précisément. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous parvenez à intégrer, si on peut dire, l'élément, le facteur climatique dans vos politiques et de quelle façon, en substance? C'est certainement un des axes porteurs de notre politique de développement, si vous voulez. Nous avons lancé depuis l'année passée déjà une alliance globale, ce qu'on appelle une alliance mondiale contre le changement climatique, pour allier les pays en développement, et notamment les plus vulnérables, l'Afrique, mais aussi les Caraïbes et le Pacifique, à celle qui est une agenda, disons, agressive, une agenda de négociation agressive de l'Europe qui vise à arriver à des réductions importantes dans les émissions. Bon, ça s'accompagne avec toute une série d'actions, et particulièrement, bon, les pays qui sont affectés par les changements climatiques, la question principale, c'est comment peuvent-ils s'adapter? Quelles méthodes, quelles approches pour s'adapter, adapter les populations pour qu'elles
population. Vous parliez des agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont les moyens, par leur expérience, de s'adapter à des variations, disons, limitées, mais ils n'ont pas les moyens de prévoir à plus long terme. Donc ça, c'est vraiment un besoin d'investissement des pouvoirs publics, d'introduire cette vision à plus long terme pour pouvoir faire des choix d'investissement public, que ce soit dans la recherche agricole. Le premier domaine qui vient à l'esprit, si on doit trouver des variétés qui résistent à la sécheresse ou à la salinisation, donc à la remontée du sel dans le sol, ça c'est la recherche agricole qui doit investir là-dedans. Il y a les méthodes d'irrigation, la façon comment épargner de l'eau qui sera de plus en plus rare dans les années à venir. Donc c'est devenu une priorité pour l'Europe, je veux dire le facteur climatique et développement. Alors, mais d'après mes informations, il n'y a que 5% de l'enveloppe développement, en termes de budget, qui est consacré justement à ces politiques d'adaptation. C'est peu. Si vous parlez développement, en effet, maintenant on ne fait plus du développement sans penser au climat comme un des facteurs qui vont changer la donne de ces développements. Parce qu'on parle de changement climatique, mais en effet, qu'est-ce que c'est? L'adaptation, c'est revoir le développement. On va devoir revoir le paradigme de développement, les priorités des secteurs, etc. Ce n'est pas seulement investir dans l'environnement en tant que tel, mais c'est vraiment repenser l'agriculture, le transport, l'éducation, la santé. Quand vous pensez, il y a des pays en Afrique où la malaria est en train de se répandre à nouveau. Parce qu'avec le réchauffement, le moustique se déplace. Là, c'est vraiment, vous entrez en plein dans la politique de santé. Donc, si vous investissez dans la santé, vous ne pouvez pas investir dans la santé et ne pas penser que le changement climatique va l'affecter. Donc, va falloir changer les priorités. Pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire actuellement, il y a un budget spécial pour l'adaptation au changement climatique, mais vous êtes en train de nous expliquer que l'idéal, ou en tout cas l'objectif, c'est d'intégrer le facteur changement climatique dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et ça va se faire à quelle échéance, ça? Ça doit se faire rapidement, mais ça doit se faire dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc, on l'intègre déjà dans nos activités, mais ce qui est important, c'est comprendre cette intégration dans tous les secteurs. Et quand on construit une route, quand on construit un hôpital, on pense adaptation à l'environnement. Une route qui était exposée à des trompes d'air ou trompes d'eau, eh bien, il va falloir réfléchir à quelle est l'épaisseur qui va permettre à cette route de résister à ces phénomènes. Vous êtes en bordure de mer, il va falloir réfléchir à introduire dans vos investissements des murs qui permettent de protéger l'arrière-pays du niveau de la mer. Donc c'est vraiment repenser le développement, mais il faut être clair, il y aura des coûts supplémentaires. Et ça coûte plus cher. Ça va coûter plus cher. Enfin, il y a beaucoup, ce sera le développement fait d'une autre façon, les investissements faits d'autre façon, mais il y aura aussi, je vous ai mentionné le mur pour protéger la côte, ça c'est un investissement additionnel qui est dû au changement climatique. Ok, alors je me tourne vers vous, Michel Takam. Vous êtes, comme on l'a dit, secrétaire exécutif d'une ONG basée au Cameroun, mais avec des liens aussi dans la sous-région Afrique centrale. Et je sais que vous êtes très activiste à ce niveau-là pour essayer de faire passer ce que je pourrais dire la bonne parole, prise de conscience par les populations, les communautés locales, de ce risque du changement climatique. Alors première question, est-ce que c'est une tâche difficile de faire comprendre aux communautés locales que le risque climatique existe ? Alors que c'est un risque, comme disait M. Mikos, il faut se projeter dans le temps. Et là, le rapport au temps n'est pas toujours le même, je veux dire, pour l'agriculteur africain que pour le businessman européen. Écoutez, comme vous le savez, en fait, l'Afrique n'est pas à l'origine des problèmes de changement climatique. C'est un phénomène qui vient de l'Europe. Il vient donc de très loin. Et voilà la complexité qui, dès le début, de l'Occident, si on peut dire, un pays industrialisé. Parce que les plus grands pollueurs, c'est les États-Unis. Voilà. Au suivi de la Chine. Et la Chine, c'est vrai, vous faites bien de le dire. Mais ce que je dois dire, c'est que, compte tenu des facteurs culturels et cette limitation sur le plan des connaissances scientifiques, il est très difficile de faire comprendre aux gens. Parce que tout de suite, quand ça se passe dans un village, les gens commencent par dire, écoutez, c'est parce qu'on a fait beaucoup de mal dans ce village que Dieu a décidé que maintenant les pluies seront plus abondantes, elles seront moins fréquentes, il n'y aura plus de pluie, et la malaria va arriver. Voilà comment les gens perçoivent ça. Et de l'autre côté,
ça va jusqu'à créer des conflits au niveau des populations. Parce que vous vous imaginez que quelqu'un qui est à côté a produit plus de maïs que le voisin, tout de suite, comment on interprète en Afrique? Il dit, tiens, avec sa potion magique, il a réussi à souffler ma production pour aller dans son champ. C'est pas un peu caricatural ça, Michel? Non, ce que je vous dis, ce sont des conflits qui sont réels aujourd'hui. Et ces conflits sont d'autant plus réels que les gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est urgent aujourd'hui de dire aux gens, écoutez, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est lié au changement climatique. Et en fait, voilà, les changements climatiques, c'est ceci et cela et cela. C'est tout un travail à porter. Et je pense qu'il faut tenir compte de cette dimension culturelle pour comprendre que les changements climatiques peuvent avoir des répercussions très, très graves dans une société donnée. Et comment vous faites pour expliquer ça à vos interlocuteurs, justement l'agriculteur, je veux dire, du Cameroun? Vous lui expliquez ça en quoi? Un travail pédagogique long et difficile, ou alors c'est par des méthodes, en changeant ses pratiques aussi? Comment ça se passe? D'abord, je vais vous dire que sur le plan naturel, l'agriculteur déjà se bat pour pouvoir changer. Je vais prendre un seul exemple. En République démocratique du Congo, à l'est du Congo où nous travaillons aussi. Nous avons travaillé avec des groupes de femmes là-bas et dans la promotion de la production du riz, il y a eu un groupe sur une centaine. Alors, les conseils que nous donnions, la responsable a dit, écoutez, nous, on ne veut pas de ça, il y a déjà trop de variabilité en termes de saison, nous allons nous décider et faire ce que nous faisons. Elle a décalé d'un mois, elle a dit à tous ses membres, écoutez, vous ne faites rien. Mais je puis vous garantir qu'elle a eu la production. Cette année-là, il y a 2 ans, il n'y a pas eu de production. Mais elle a eu une production énorme. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en termes, n'est-ce pas, d'adaptation, il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire qu'il connaît. Même les ingénieurs les plus futés doivent se redonner aussi aujourd'hui au savoir-faire traditionnel. Et c'est pour ça que, en parlant des changements climatiques, il est bien de faire table rase et de dire allons ensemble. Et c'est pour ça que c'est une approche participative simplement qui fera avancer les choses et enlever de la tête que le paysan, lui, ne connaît rien. Et c'est à ce moment-là qu'ensemble, on va aller, parce que si vous venez lui réciter, voilà ce que c'est que les changements climatiques, il va vous dire, écoutez, moi je n'ai rien à faire avec ça, mais quand on va d'approche en approche, en respectant ce qu'ils font, en allant ensemble, en essayant de comprendre pourquoi ils font ceci, je pense qu'on a beaucoup à gagner. Et dans votre approche, Monsieur Mikos, est-ce que vous avez cet intérêt, ce souci d'aller à la base, c'est-à-dire de faire du travail participatif avec les communautés locales dans le cadre de la coopération au développement? Écoutez, absolument. Maintenant, chaque pays est un peu un cas particulier. Hein. Donc les problèmes sont différents d'un pays à l'autre, d'une part. Et d'autre part, il y a différents niveaux d'intervention. Je vous parlais tout à l'heure de la recherche agricole. Ça n'a pas de sens de faire de la recherche sur de nouvelles variétés seulement pour un pays. Donc ça, c'est le type d'action qu'il faut faire de façon globale, ou du moins continentale. Et puis, la traduction de ces actions globales au niveau local est indispensable de descendre au niveau du terrain. Nous travaillons beaucoup avec nous sommes une grosse organisation, donc on travaille énormément avec les ONG, bien sûr, mais on travaille aussi avec des organisations d'agriculteurs, par exemple. Et ça se passe bien. Particulièrement en Afrique de l'Ouest. On donne à ces organisations les moyens de participer au débat international, donc faire remonter un peu ce que fait Michel, faire remonter un peu le message du terrain, ce qui se passe dans la réalité, donc participer dans des discussions et vice-versa, redescendre au niveau du terrain pour transmettre ce genre de messages, donc pour qu'il y ait une ouverture à une meilleure compréhension de cette variabilité qui va changer complètement la façon de vivre. Exactement, ça va changer notre façon de vivre, mais ça va aussi changer peut-être notre façon de faire des affaires, ou en tout cas, ça va créer de nouvelles opportunités. Et je me tourne vers vous, Thierry, parce qu'on vient de voir un peu le volet changement climatique qui pose problème, donc il faut s'adapter, faire un effort, ça coûte cher, Philippe l'a dit. Mais vous, de votre côté, ce que vous avez fait, vous avez trouvé une niche
dans ce bouleversement, si on peut dire, de l'environnement économique, et vous avez créé ce qu'on appelle des puits de carbone, c'est-à-dire c'est une manière de faire du business avec ce nouvel environnement. Expliquez-nous en quelques mots, et vraiment de façon simple, pour que monsieur et madame tout le monde comprennent, qu'est-ce que c'est un puits de carbone? Oui, peut-être quand même pour expliquer, dans le prolongement de ce que monsieur Mikos a dit, on doit à un moment donné intégrer l'environnement dans la logique de la production classique. Donc notre travail au départ, parce que le projet remonte bien à l'avant au Kyoto, consistait à se poser une question sur la déforestation qui était observée au niveau de Kinshasa. Et à ce niveau-là, notre action avait déjà porté sur comment faire en sorte qu'on évite la déforestation par une pratique raisonnée de la gestion d'un patrimoine forestier. Ça, c'est notre base. Donc, pour pouvoir parvenir à ce genre d'approche-là, il était nécessaire de mettre un cycle plus court, qui était l'agriculture, et qui était notamment la production de manioc. Ça, c'était notre activité, on va dire, avant Kyoto. Donc, intégrer une composante environnementale par rapport à des pratiques économiques classiques a nécessité de notre part une réflexion, une intégration d'une nouvelle composante qui avait un impact, en termes de structure de coût, significatif. Donc c'est bien la preuve que l'environnement doit être pensé non pas comme un moyen, mais comme une finalité. Et pour pouvoir y parvenir, il était nécessaire d'adapter notre méthode de travail. Donc c'est ce constat-là qui nous a poussé à dire comment faire. Et c'est grâce à Kyoto. Alors Kyoto, on rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Kyoto, il y en a peut-être quelques-uns encore, donc c'est-à-dire c'est un accord international qui oblige les pays qui ont signé de diminuer leur émission de gaz à effet de serre. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Et donc, dans le panel des moyens qui sont proposés par ce protocole, un des moyens a été identifié par rapport à nous, acteurs de terrain, c'était la possibilité de séquestrer des tonnes de CO2 dans des arbres. Donc, nous avons analysé comment est-ce qu'on pouvait contribuer raisonnablement et valablement par rapport à la lutte contre le changement climatique. Et l'option qui nous paraissait le plus opportune était effectivement de travailler sur les plantations d'arbres, pour lesquelles on commençait déjà à avoir une bonne maîtrise, et de calculer le taux de séquestration qu'on serait capable de faire. Et une étude rapide et les surfaces qui étaient mises à notre disposition montraient qu'on pouvait arriver à intégrer cette composante dans un plan financier et de rentrer dans une logique économique valable. Alors ça c'est votre projet comme tel, mais votre projet il s'inscrit justement dans le cadre de Kyoto qui permet justement, qui a un volet, ce qu'on pourrait dire, de compensation, en tout cas, qui crée des opportunités. C'est-à-dire que les pays riches émettent beaucoup de gaz à effet de serre, les pays pauvres n'en émettent quasiment pas, mais alors les pays riches peuvent, si on peut dire, rattraper le surplus de leur production de gaz à effet de serre en rachetant des droits d'émission aux pays pauvres. Et c'est là qu'intervient la possibilité de créer des puits de carbone, donc de faire des projets de reforestation dans les pays du Sud. Peut-être avant d'arriver là, parce que justement la question il faut comprendre le cadre. D'abord le puits de carbone, parce que je n'ai pas expliqué le puits de carbone. Donc le fait d'avoir planté nos arbres, à un moment donné, on se retrouve avec une forêt qui a été plantée, et cette forêt pousse, et en poussant va absorber des tonnes de CO2. Et c'est ce mécanisme-là qui est appelé puits de carbone. Voilà. Bien entendu, il y a un ensemble de certificats à avoir pour pouvoir tenir une forêt comme celle-là, mais il n'empêche que notre engagement en tant qu'opérateur économique, c'est de garantir que la forêt ainsi installée va être stable sur une période de temps donnée. Et la période de temps, pour l'instant, est fixée à 30 ans. Donc pendant 30 ans, nous nous engageons à avoir une forêt maintenue, organisée, certainement, mais une forêt qui va séquestrer un certain niveau de CO2. Et c'est cela le puits de carbone. Alors une fois qu'on a un puits de carbone, une fois qu'on est arrivé à identifier ces fameuses tonnes de CO2, là vient se poser la question comment transformer cette tonne de CO2 dans un produit commercialement intéressant pour nous. Valoriser en fait, lui donner une plus-value. Avant même de parler de la valeur, c'est d'abord de trouver un marché. Et donc le marché, il a été organisé cette fois et par la logique des quotas. Donc les sociétés, un ensemble de sociétés sont soumises à des quotas. Effectivement, elles répondent ou elles ne répondent pas au niveau de leurs quotas.
Si elles ne répondent pas à leur quota, elles doivent trouver un moyen de pouvoir faire en sorte d'acheter des certificats additionnels qui leur permettent de répondre à ces quotas. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je souriais quand vous disiez ça, c'est qu'aujourd'hui, cette capacité de pouvoir se retourner vers des quotas ou des certificats qui permettent aux entreprises d'arriver à leurs quotas, il y a un bémol, c'est que le certificat forestier ne correspond pas à cette logique. Donc, quelque part, aujourd'hui, nous, de notre côté, nous avons, ou nous sommes en train de le faire, parce que nous avons l'intention d'être complètement certifiés en fin d'année. Nous avons la possibilité donc de séquestrer ces tonnes de CO2, mais aujourd'hui, nous n'avons pas accès aux entreprises qui sont soumises à quotas et qui, très naturellement, dans une logique, bien entendu, de stratégie intelligente, peuvent diversifier leur manière de répondre à la façon de respecter leurs quotas, merci. Et un des moyens, et ce sera 1% de l'ensemble des quotas, mais là je rentre un peu dans la partie technique, eh bien, ce serait de se retourner vers le mécanisme de développement propre dans une approche d'avant. Pour résumer, aujourd'hui, ce que vous faites, ça ne rentre pas, ça ne s'intègre pas dans le processus de Kyoto. Aujourd'hui, il y a un mismatch. Il y a un mismatch. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez répondre pourquoi, Mikos? Oui. Donc c'est l'Europe qui a monté ce qu'on appelle le Mission Trading Scheme, le mécanisme pour l'échange des droits à émettre. Alors, dans cette Emission Trading Scheme, les plantations forestières ou la forêt, la valorisation de la forêt comme puits de carbone n'est pas repris. Pour une raison simple, c'est que le marché européen n'est pas suffisamment large pour absorber tout le volume de carbone qui serait stocké dans les forêts, avec le risque que s'il y a une offre importante qui viendrait sur le marché, qui proviendrait des forêts existantes, ça ferait tomber le prix de la tonne de carbone à un niveau très très bas. Et donc ce serait plus intéressant pour les entreprises d'acheter à un prix bas leur droit de polluer plutôt que de faire les efforts nécessaires pour réduire leur pollution. Parce que le but, c'est quand même que les sociétés réduisent leur droit de polluer. Voilà, le but, c'est de donner un coût à cette tonne de carbone émise pour que ce soit intéressant pour les entreprises à terme de réduire ces émissions. Sinon, vous êtes dans un marché. Donc, mais l'objectif et l'objectif de négociations qui sont en cours maintenant, qui vont se conclure, nous l'espérons, à Copenhague en décembre, c'est que ce système d'échange de tonnes de carbone soit global. Et alors là, vous auriez suffisamment de marché, si vous voulez, pour absorber aussi des projets comme celui de Thierry, ou des mécanismes qui permettent de valoriser, parce qu'il ne faut pas oublier que le plus grand puits de carbone, ce sont les forêts existantes, en Afrique centrale, mais aussi bien sûr au Brésil. Et en Asie, il ne faut pas oublier l'Asie. Donc, ce sont ces puits-là qui, si cette forêt est perdue, ce sont des centaines de milliards de tonnes qui sont libérées dans l'atmosphère. Donc, mais mis à part ça, alors, on peut discuter sur la question de l'adaptation donc de la forêt au mécanisme, en tout cas de certification. Mais il y a quand même des opportunités pour les pays du Sud dans le cadre du mécanisme de Kyoto. Quels peuvent-ils être pour l'instant, les opportunités ne sont pas énormes. Thierry a mentionné les mécanismes de développement propre. C'est une façon qui est liée donc au protocole de Kyoto pour financer le coût additionnel d'investissement dans les pays en développement pour des investissements propres, si vous voulez. Vous pouvez faire une centrale à charbon, par exemple. Eh bien, si vous voulez la faire au gaz qui serait plus propre, vous avez un coût supplémentaire de X. Eh bien, le mécanisme de développement propre peut financer ce X. Le problème du mécanisme de développement propre, c'est qu'il a essentiellement bénéficié des pays à croissance importante, comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie, et pas suffisamment l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investisseurs comme Thierry en Afrique pour faire appel à ce mécanisme. Donc, et l'argent qui vient de l'aide au développement ne pourrait pas être dirigé justement vers ces investisseurs-là pour qu'eux puissent justement, en créant des opportunités économiques, ils créent aussi de l'emploi, ils fixent les populations sur place, et tout le monde est content. L'argent du développement peut avoir un rôle en accompagnant ces investissements, pas en les finançant. Il faut être clair, l'argent du développement, c'est de l'argent public.
Donc on reste dans le domaine des investissements publics. Mais les investissements publics ont un rôle important à jouer pour accompagner ce genre d'opérations. Disons le volet social par exemple, ou même des abattements sur des taux d'intérêt pour des emprunts, ça pourrait être Mais donc là, on revient à la discussion sur les politiques publiques. Il faut qu'elles soient explicites, il faut que les pouvoirs publics sachent qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur argent. Et si un objectif c'est d'augmenter les investissements dans un domaine précis, eh bien, il faut des actions précises comme des abattements de taux d'intérêt, par exemple, sur des emprunts. Exactement. Je profite de l'occasion pour m'adresser à vous, justement, Michel. Par rapport à ça, on est là au cœur d'une question. C'est-à-dire que Thierry, opérateur privé, veut entrer dans le marché. Pour l'instant, le projet qu'il met en place a encore quelques problèmes à entrer dans le marché et convenir justement à ce protocole de Kyoto, si on peut dire. Alors vous, en revanche, est-ce que votre travail est soutenu par les pouvoirs publics? Je parle là des pouvoirs publics des pays en voie de développement. Est-ce qu'ils ont conscience, est-ce qu'il y a une volonté politique, vous le sentez, disons-le clairement, dans votre pays par exemple, au Cameroun, ou plus généralement en Afrique centrale, un appui, un soutien des pouvoirs publics pour vraiment intégrer le facteur changement climatique dans le développement, et notamment en utilisant à bon escient l'argent qui vient de la coopération au développement? Oui, tout d'abord, je tiens à dire que dans notre combat de tous les jours par rapport aux négociations sur les changements climatiques, il est clair que l'argent qui est aujourd'hui réservé au développement ne devrait pas être transféré, pour quelque raison que ce soit, au changement climatique. Ça, on essaye de se battre là-dessus parce que c'est de l'argent additionnel qui devrait venir pour ce qui est des changements climatiques. Donc là, déjà, il faut qu'on soit clair. Et quoi, vous sentez là-dessus un discours flou de la part de la Commission européenne? Pour le moment... Disons les choses clairement, hein, oui, vous êtes entre amis là. Hein. Pour le moment, nous essayons de voir comment les choses vont tourner parce que, comme vous avez vu, la Commission ne se prononce pas encore très exactement sur les montants de financement qu'ils doivent allouer à tout ce qui regarde ces changements climatiques. Nous attendons et nous espérons que ça va arriver. Tout à l'heure, en salle, il y a eu quelqu'un qui a dit, écoutez, nous ne voulons pas encore nous avancer parce que ça risque de freiner les élans des autres ou l'engagement des uns et des autres. Mais toujours est-il que sur le plan national, le travail que nous avons aussi à faire, c'est de sensibiliser nos pouvoirs publics. Et je pense que là-bas, il y a quand même un répondant. Parce que nous avons organisé récemment au Cameroun un séminaire sur les changements climatiques et l'ouverture officielle a été faite par le ministre de l'eau et de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre que les pouvoirs publics sont sensibles à ces problèmes. Et nous avons une tendance à ADIT de nous dire, écoutez, les technologies sont très très importantes pour tout ce qui regarde les aspects réduction des émissions. Et comme il s'agit effectivement des énergies, nous travaillons sur les énergies renouvelables. Et nous développons tout un tas d'énergie, mais à côté de ça, il faut qu'on ait d'abord le support des pouvoirs publics. Parce que le travail que fait une ONG ou la société civile en général doit s'appuyer sur la stratégie nationale de développement. Support, soyons concrets, qu'est-ce que vous attendez comme support? Mis à part peut-être un financement, qu'est-ce que vous attendez comme support? C'est quoi? C'est le financement? Non, écoutez, il y a d'abord toutes ces lois au niveau du pays qu'il faut développer. Parce que s'il n'y a pas un cadre institutionnel, vous ne faites rien. Et quel est votre verdict aujourd'hui? L'Afrique est en retard par rapport à ça? Il y a du travail à faire? Il y a beaucoup de travail à faire. Là, il y a tellement de travail. Je prends seulement le cas du biocarburant que nous essayons de faire avancer au niveau d'autres pays. Apparemment, il y a beaucoup de débats contradictoires là-dessus, mais nous sommes convaincus que ça peut faire quelque chose demain si c'est une politique bien menée. Il ne s'agit pas de détruire les forêts pour mettre des palmiers à huile, mais utiliser des espaces qui existent déjà, par exemple les anciennes plantations abandonnées et tout ça, pour mettre par exemple du jatropha, qui peut permettre de produire et qui s'adapte bien aux conditions de production agricole locale. Donc premier élément, faire un cadre législatif. Autre chose, dans vos attentes par rapport à vos exigences, par rapport aux pouvoirs publics locaux, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement. Oui, toute la stratégie, d'abord la politique nationale, les stratégies développées, les mécanismes maintenant d'implication de la société civile.
Mais à petite échelle, tout de même aujourd'hui, il y a quelques actions qui sont soutenues par quelques gouvernements, notamment au niveau du Cameroun. Il y a des actions que nous faisons, qui sont appuyées par le gouvernement à travers différents projets avec les partenaires multilatéraux ou bilatéraux. Donc, en réalité, aujourd'hui, ce que nous attendons d'abord, c'est qu'il y ait ce cadre institutionnel qui soit développé, qu'il y ait cette politique nationale, cette vision en termes de changement climatique, en termes d'énergie renouvelable, que tout ça soit développé. Et pour nous, ça nous donne plus d'assurance pour le long terme. Thierry, est-ce que vous, les pouvoirs publics, en l'occurrence en RDC, vous soutiennent? Ils nous soutiennent parce que clairement on a des contacts réguliers avec eux et on leur explique que notre intention c'est de faire de la réplicabilité du projet. Donc ils sont attentifs très certainement à ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, si je prends un peu de recul, je dirais d'une manière plus générique que l'Afrique en règle générale est fort timide parce qu'on a un capital entre nos mains qu'on doit mettre sur des tables de négociation, notamment par rapport à l'Europe, pour leur expliquer, voilà, nous avons l'équivalent de 150 millions d'hectares d'arbres, de forêts. Qu'est-ce que nous pouvons en faire d'une manière cohérente par rapport à une position de l'Europe, qui est l'Europe comme on la connaît, qui est prête à nous aider, mais qui veut comprendre comment est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de prendre les choses en main pour avancer. Et nous, en tant qu'opérateurs de terrain, ce que nous attendons du pouvoir public, c'est de prendre cette position ferme et une attitude volontariste pour expliquer comment est-ce que nous allons nous organiser, nous, Africains, pour pouvoir gérer au mieux le patrimoine que nous avons et de trouver des accords avec l'Europe dans une approche de réciprocité. Donc concrètement, par exemple, vous voudriez que le Congo et peut-être plus largement les pays africains fassent pression dans le cadre des négociations internationales pour que peut-être on prenne mieux en compte le cas concret de votre village Ibi pour l'adapter ou en tout cas l'admettre comme aussi élément du deal, de l'échange pour les puits de carbone, pour l'émission des gaz à effet de serre. Vous parlez de pression, je ne parlerai pas de pression. Moi, je parlerai simplement de constat de fait. En fait, l'Europe aujourd'hui a une problématique qui est la sienne, l'Afrique a une problématique qui est la sienne. L'Europe parle d'une seule voix, c'est un avantage. Tente en tout cas de parler d'une seule voix. On verra ça dans quelques instants. J'espère que l'Afrique va faire la même chose, c'est-à-dire de parler d'égal à égal avec l'Europe et de mettre sur la table des points qui peuvent être très intéressants pour l'Europe et d'arriver à trouver un consensus sur la façon de développer cette réalité ensemble. Pourquoi ensemble? Parce que la problématique n'est plus européenne ou elle n'est plus africaine, on a une problématique mondiale. Et donc l'idée est véritablement de constituer quelque chose où on a un partenariat, mais surtout une action gagnant-gagnant, où chacun peut s'y retrouver. Je voudrais quand même revenir sur un point qui me... En substance, en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Pour nous, je reviens, et c'est déjà une petite porte, mais celle-ci peut devenir très intéressante pour nous, c'est que l'accès à un marché de carbone doit notamment nous permettre d'avoir un tarif de référence. Et déjà, créer un marché parallèle ou autre par rapport à l'Europe, en trouvant des indicateurs ou des critères qui nous permettent d'éviter justement un effet de fuite, serait une très bonne initiative de la part de l'Europe, qui ne leur coûterait en fait pas trop cher par rapport à des mannes qui partent dans des axes qui sont compliqués, pourtant qui se prévalent de l'environnement. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes. On va maintenant parler de Copenhague. C'est au mois de décembre prochain. Grand sommet international sur le changement climatique. En quelques mots, peut-être vos attentes, vos espérances. Mais en quelques mots, peut-être vous, Philippe, dites-nous, à Copenhague, qu'est-ce qui va se jouer à Copenhague? Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qui va se jouer à Copenhague? Probablement le futur de la planète. Le futur, en tout cas le futur de notre modèle de développement, je crois. Donc je ne pense pas, s'il y a un accord à Copenhague, qui prendra bien sûr du temps pour être mis en place concrètement, si vous voulez, mais on va donner un signal très très fort d'une réorientation définitive de notre modèle de développement.
Ce qui va se jouer à Copenhague pour les pays en développement, c'est aussi substantiel. C'est pas seulement l'accord de Copenhague, c'est pas seulement un accord entre grands émetteurs pour limiter les émissions, mais c'est surtout un accord entre différents parties pour que les coûts les coûts de l'adaptation soient aussi pris en charge alors il y a différentes propositions sur la table, par le Nord avec aussi certains pays en développement. Et c'est autour de ça que se joue l'accord. Et puis, il y a ce que mentionnait Michel, les chiffres qui ne sont pas encore sur la table. Il y a un peu un jeu de cache-cache pour l'instant. Mais bon, c'est un processus de négociation. Il ne reste pas énormément de temps parce qu'il il y a encore trois rendez-vous et une trentaine de jours de négociation. Donc pour un accord aussi complexe, c'est pas énorme. Il faut mettre la pression sur le Vous avez bon espoir ou sceptique? J'ai des préoccupations, j'ai espoir parce qu'il y a une certaine volonté d'arriver à un accord. Mais avec l'arrivée d'Obama, par exemple, aux États-Unis, qui a changé de politique. C'est important, mais un homme n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une véritable volonté de négocier et des marges de négociation. Maintenant, c'est clair qu'il y a un engagement des États-Unis, c'est bien sûr important. Nous, on a fait une offre ambitieuse sur la table sur la réduction des émissions. On va devoir. Quel est le chiffre que l'Europe propose? 20% d'ici 2020, avec à 30% si d'autres pays font des offres équivalentes. Donc 30% des réductions des émissions est important, c'est un effort important. Mais au-delà des chiffres, je crois, ce qui est important, c'est qu'on arrive à un consensus. Et pour l'adaptation, on n'y est pas encore. Encore du travail. Encore du travail, oui. Ok, je me tourne vers vous, Thierry. En tant qu'opérateur économique, si je peux dire, secteur privé, qu'est-ce que vous attendez de Copenhague, vous, en 2 minutes? Copenhague, d'abord, est un jalon. En tant que secteur économique, nous, on a une visibilité ou une projection sur 30 ans. Donc, Copenhague est un jalon qui va nous permettre de comprendre quelle est la direction que l'on va suivre. Donc, soit parce que c'est un pari quelque part que l'on a fait sur la logique d'environnement, soit notre pari est confirmé par Copenhague. Et alors là, on a une voie, je vais dire, royale, qui nous permet notamment de pouvoir insister sur la réplicabilité du modèle pour n'importe quel autre acteur économique africain qui se dit prêt à entamer ce genre de direction. Donc pour moi, Copenhague va être vraiment un test pour nous confirmer ou nous infirmer l'action, et en fonction de ça, on devra effectivement organiser notre stratégie. Et vous espérez que l'Afrique puisse parler d'une seule voix? C'est mon vœu le plus fort, parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique veut, et elle a la capacité de nouveau, dans une logique environnementale, de pouvoir mettre sur la table des éléments tout à fait particuliers. De dire quoi, par exemple? Un exemple de ce que vous voudriez que l'Afrique dise à Copenhague? Nous avons 140 millions de tonnes, ou 140 millions d'hectares sur la table, rien que sur la partie RDC. Donc déjà ça, qui fait mieux? Le Brésil. Très bien. Et puis après, que fait-on dessus? Déjà, de mettre ce point sur la table et de comprendre, en matière de reforestation, de déforestation évitée ou d'afforestation, on peut être les champions en termes d'impact au niveau mondial. Voilà, mettons ça sur la table, qu'est-ce que ça vaut? Merci. Alors je vais donner le mot de la fin à la société civile parce qu'elle n'a pas souvent eu l'occasion de s'exprimer. On s'en fait en tout cas une exigence ici à Vox Africa de donner aussi la parole à ceux qui sont sur le terrain auprès des populations locales. Vous, quelles sont vos attentes par rapport à Copenhague? Est-ce que vous espérez que votre voix, si petite soit-elle ou si en tout cas inaudible soit-elle pour l'instant, se fasse entendre à ce moment-là? Pour dire quoi? Écoutez, nous essayons de nous organiser. D'abord sur le plan national, nous avons mis en place au Cameroun tout un réseau pour le lobby par rapport aux aspects des négociations sur les changements climatiques. Au niveau africain, nous avons mis en place ce qu'on appelait le PACJA, le Pan-African Climate Justice Alliance, où nous sommes membres actifs. Et au niveau international, il y a CAN International qui est une fédération de près de 450-500 ONG qui essaye de faire la pression sur le plan
international. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Copenhague, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait effectivement une avancée. L'Union européenne pense qu'elle peut faire 20%, peut-être aller jusqu'à 30%, mais on a été déçus récemment en entendant le Japon parler de 8%. C'était une déception. Mais nous espérons qu'avec le travail souterrain que nous allons faire, ça va permettre à ce qu'on ait un consensus à Copenhague. Ça, c'est sûr, les négociations, c'est toujours difficile. Mais si la Terre n'existe plus, est-ce que nous pouvons continuer à faire des affaires? Parce qu'en réalité, la dissonance que nous avons, c'est que pendant que dans le Sud, on parle du développement, dans le Nord, on parle de business. Parce qu'en réalité, moi, je travaille sur les problèmes de transfert de technologie, mais nous sommes dans un combat perpétuel. Bien que depuis des temps, les différents pays se soient engagés à dire, écoutez, nous sommes prêts à transférer cette technologie climatique aux pays du Sud, mais aujourd'hui, on est freiné par tout ce qu'on appelle intellectual property right, c'est-à-dire que les droits d'auteur. Et aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est qu'il faut le lever, parce que tant qu'on ne lève pas, nous parlons de mitigation, nous parlons d'adaptation, il faut des technologies. Tout à l'heure, on a parlé de la recherche sur le plan agricole, par exemple sur l'amélioration des semences, l'amélioration variétale. Pour que ce soit fait, il faut de la technologie. Donc, moi, je vous ai parlé des énergies renouvelables. Pour que ça marche, il faut de la technologie. Moi, j'ai payé mon billet d'avion. Je dors ici à l'hôtel, tout ça. J'ai voulu venir ici pour le dire. Pour dire que nous avons besoin de cette technologie parce que nous, on travaille dans le domaine des énergies renouvelables. On voudrait bien que dans les villages, au Cameroun, moins de 10% de la zone rurale a accès à l'électricité. En RDC, c'est 1% de la zone rurale qui a droit à l'électricité. Et notre travail, c'est de porter de l'électricité, que ce soit sur le plan de la microcentrale hydroélectrique, de l'énergie solaire, de la petite éolienne, du biogaz, du biocarburant. Je parle du biocarburant, j'insiste, parce qu'à l'est du Congo, le prix du carburant coûte 4 €. Alors si je comprends bien, c'est dire, on va faire des efforts. Ben d'abord, on n'a pas tous, de dire à la fois pays industrialisés et pays en voie de développement, les mêmes responsabilités face à ce changement climatique, parce qu'il faut bien savoir, on parle d'adaptation, mais il y a des responsables, c'est-à-dire les pays industrialisés, anciennement industrialisés, et même nouvellement industrialisés aussi, puisque la Chine est un des plus grands pollueurs au monde, et puis les pays sous-industrialisés, comme la plupart des pays africains, qui, eux, veulent faire des efforts, mais en contrepartie, ils demandent des transferts de technologie. C'est bien ça? C'est ça. Nous parlons de responsabilité historique. Si les pays développés ont cette responsabilité historique, pourquoi voulez-vous que ces pays nous vendent encore une fois la technologie? Ça veut dire que non seulement nous subissons, mais on doit payer encore. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous pensons qu'il faut qu'il y ait cette décision, cette volonté politique au niveau du Nord pour que l'ensemble de ces technologies soient transférées dans le Sud. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être mis en place pour que cela soit fait, mais ça dépend encore une fois d'une volonté politique. Et voilà, ça sera le mot de la fin, volonté politique. On espère qu'elle sera présente à la fois au nord, mais à la fois aussi au sud. Et on espère en tout cas que vous, chers téléspectateurs, ce débat, vous l'avez trouvé intéressant. Ça vous a peut-être appris quelque chose sur cet enjeu du changement climatique dont on entend parler, mais parfois on ne perçoit pas très bien les conséquences concrètes. Mais aujourd'hui, on a essayé d'éclairer votre lanterne. Je vous remercie tous d'avoir été présents pour cette émission. Merci. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur Vox Africa dans Vice Versa. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.